Alors, du studio Léo Laporte, je suis Hugo Martin, avocat en pratique privée et heureux de recevoir aujourd'hui Madame Suzanne Zacour, docteur en droit, pour un nouvel épisode de Questions de preuve, un balado par et pour les juristes sur le droit et la justice, dont l'objectif est de faire avancer la pratique du droit et favoriser son accès. On revient aujourd'hui aussi loin qu'en avril 2023. Les Nations unies ont un rapport spécial qui a été publié sur la violence contre les femmes et les filles, ses causes et ses conséquences. Sandrine, si les Nations unies parlent d'un sujet, je pense que c'est important que nous autres aussi, on en parle. Oui, Hugo. Donc, le rapport a été préparé par la rapporteuse spéciale sur la violence contre les femmes et les filles, ses causes et ses conséquences. Et le dit rapport porte, entre autres, sur le lien entre les affaires de garde d'enfants, la violence contre les femmes, la violence contre les enfants, l'accent étant mis sur l'utilisation de la notion d'aliénation parentale et de pseudo-concepts similaires. On précise que ça peut entraîner une double victimisation des personnes ayant subi de la violence. Le rapport propose des recommandations pour corriger cette situation. Les notes de l'épisode vont avoir une référence à absolument tout de ce dont on va parler, incluant les liens à ce rapport-là. Restez avec nous. On a vraiment la meilleure personne pour en discuter. Le rapport a entre autres, été rédigé suivant le mémoire de l'Association nationale des femmes et du droit du Canada concernant justement la violence conjugale et les accusations d'aliénation parentale. Sandrine, parle-nous-en un petit peu et on va pouvoir introduire notre invitée experte. Oui, donc dans les notes de l'épisode, vous pourrez également trouver le mémoire de l'Association nationale femmes et droits du Canada qui concerne la violence conjugale et les accusations d'aliénation parentale. Ce mémoire-là présente tous les impacts qu'ont les accusations systémiques d'aliénation parentale au Canada et les conséquences préjudiciables quand les femmes sont dans une situation de violence conjugale. L'Association nationale femmes et droits a également rédigé une lettre ouverte avec plus de 250 organismes l'ayant appuyé sur le besoin urgent de légiférer sur les accusations d'aliénation parentale au gouvernement du Canada. Avant d'aller en profondeur sur le sujet et d'entamer l'épisode, je vous rappelle que nos balados sont reconnus pour la formation professionnelle. Visitez la section formation continue de Rivercast Media pour obtenir vos attestations. Bon, on parle de l'Association nationale femmes et droits et j'ai effleuré le nom de notre invitée. C'est maintenant le temps de la présenter, Sandrine. Il a fallu qu'on coupe un peu sur la longueur de son CV, tellement que c'est impressionnant. Effectivement, nous avons le plaisir et l'honneur de recevoir Suzanne Zacour, docteur en droit et directrice des affaires juridiques de l'Association nationale femmes et droits. Elle est en studio avec moi aujourd'hui. Toi, Sandrine, tu es à Gatineau. On a appris que Suzanne était de Gatineau. Bienvenue, Suzanne. Merci beaucoup de t'être déplacée pour venir nous faire un petit tour dans notre petit endroit où on peut faire briller des personnes comme toi. Merci de me recevoir. Sandrine, maintenant, c'est le temps de parler un petit peu de son CV. Vas-y. Oui. Suzanne Zacour est une autrice, chercheuse et conférencière féministe. Elle détient un doctorat en droit à l'Université d'Oxford portant sur les violences sexuelles conjugales. Ses intérêts de recherche inclut le droit de la famille, le droit des animaux et le langage inclusif. Elle est l'autrice de La fabrique du viol et elle finalise présentement son prochain livre intitulé « Pourquoi les féministes ne mangent pas les animaux ». Par ailleurs, elle contribue significativement à la recherche sur les accusations d'aliénation parentale, que ce soit dans son rôle à l'ANFD ou à titre de juriste. Elle a écrit de nombreux articles de référence en la matière. Suzanne Zacour vient de célébrer son second anniversaire à titre de directrice des affaires juridiques de l'Association nationale femmes et droits. Est-ce que ce serait possible d'en savoir un petit peu plus sur l'Association nationale femmes et droits? Mais certainement, l'Association nationale femmes et droits, c'est un organisme à but non lucratif qui lutte pour faire avancer les droits des femmes au Canada. Et la manière dont on le fait, c'est en s'impliquant au niveau législatif, principalement au niveau fédéral, mais pas uniquement, où on conseille les parlementaires sur comment améliorer les lois ou quand des projets de loi sont proposés, on éduque les parlementaires sur comment leurs projets de loi peuvent affecter les femmes négativement ou positivement. Et on travaille aussi en collaboration et on donne un cours en ligne gratuit sur la réforme féministe du droit pour encourager d'autres féministes, d'autres juristes à s'impliquer sur l'avancement des droits des femmes et d'autres groupes marginalisés au Canada. Tu dis de former ou d'éduquer nos représentants, nos députés. Il y a aussi tout un aspect d'éducation et de formation qu'il y a à faire auprès des juristes et des juges. Suzanne, c'est quoi le quotidien
quotidien d'une directrice comme toi? Alors, n'importe qui a travaillé dans un petit organisme à but non lucratif sait qu'il n'y a pas une journée type, malheureusement, pour les gens qui aiment la routine. Mais en ce moment, je suis beaucoup dans le lobbying, donc je rencontre des députés, sinon de la recherche et du travail de consultation pour la rédaction de mémoires et justement l'étude des projets de loi, la stratégie, entre autres tâches. Sandrine, tu m'as fait découvrir Suzanne à travers le livre La fabrique du viol, qui fait réfléchir, je dois dire. Et lorsqu'on a su que Suzanne s'en venait avec nous autres, on a travaillé très fort pour trouver un angle à cet épisode-là. Parle-nous un petit peu de quoi on va parler aujourd'hui. Oui, effectivement. Donc, le livre que tu as mentionné est très intéressant et j'invite tous nos auditeurs à le consulter et à s'éduquer en la matière, sauf que l'épisode d'aujourd'hui ne porte pas sur celui-ci. Aujourd'hui, on va parler de deux choses qui peuvent être liées, mais qui sont aussi distinctes. Donc, premièrement, on va aborder, comme l'introduction le mentionne, les accusations d'aliénation parentale. Et nous allons aussi examiner les enjeux, de même que les propositions de l'ANFD. Ensuite, le deuxième point, ça va être les modifications législatives qui sont proposées actuellement à l'étude au Sénat du Canada concernant le contrôle coercitif et les enjeux en lien avec le contrôle coercitif. Suzanne, le langage, la sémantique, les bons mots, c'était important. Quand on s'est rencontrés rapidement en pré-entrevue, on disait « Ah, l'aliénation parentale » et tu nous as tout de suite immédiatement corrigé. Tu nous as suggéré plutôt de dire « accusation d'aliénation parentale ». Donc, déjà là, on sent comme juriste une tangente. Parle-nous-en, c'est quoi, qu'est-ce qu'on doit savoir avec les accusations d'aliénation parentale, alors que moi, comme juriste généraliste, j'avais une idée préconçue de l'aliénation parentale et juste le simple fait de me faire réfléchir à accusation d'aliénation parentale, je m'en vais dans un autre monde, dans un autre realm. Dis-moi, qu'est-ce qu'on peut savoir ou qu'est-ce que tu devrais nous véhiculer? Alors, une accusation d'aliénation parentale, c'est une allégation qui est faite en contexte de droit familial. Dans les procès pour garde d'enfants ou sous la loi sur le divorce, on dit maintenant temps parental avec l'enfant. Et c'est une accusation qui est principalement faite par des conjoints violents ou lorsqu'une mère victime de violence essaie de protéger son enfant, dénonce la violence ou s'oppose à ce qu'il y ait, par exemple, une garde partagée ou du temps parental non supervisé avec le père va l'accuser d'être aliénante, donc d'essayer de faire un lavage de cerveau de l'enfant. Et ce sont des accusations qui se basent sur cette pseudo-science de l'aliénation parentale, qui est une théorie qui est vraiment très faible scientifiquement et extrêmement controversée. Nous, on a l'impression que l'aliénation parentale, c'est dans l'autre sens. Pas dans le sens que tu viens de nous le dire là. Donc, l'accusation d'aliénation parentale, c'est souvent, on entend quelqu'un qui dit « Ah, elle m'empêche de voir mes enfants » ou « Elle monte mes enfants contre moi ». C'est à peu près ça qu'on dit. Oui, donc ça, c'est une théorie qui se base vraiment sur le stéréotype de la mère qui est laissée et qui veut absolument se venger de son ex et qui veut tout faire pour détruire son ex. Donc, ça se base un peu sur ce stéréotype selon lequel les femmes, en fait, ce seraient les réels responsables des violences dans le couple parce qu'elles seraient plus manipulatrices et qu'elles veulent tout contrôler dans la maison. Donc, ça, c'est les stéréotypes qui sont véhiculés par ce concept. C'est une histoire qui résonne. Donc, on dit à tout le monde, ah oui, c'est comme ça résonne avec ces stéréotypes. Donc, c'est pour ça que c'est un narratif qui s'est beaucoup popularisé devant les tribunaux et qui est beaucoup utilisé, mais c'est important toujours de se rappeler que toute la théorie sur laquelle repose cette idée, en fait, c'est très influencé par les stéréotypes et c'est vraiment extrêmement controversé, comme le souligne le rapport de l'ONU et beaucoup d'experts et d'expertes dans le domaine. Mais c'est tellement simple, maintenant que tu le dis, d'y réfléchir, parce que c'est un petit peu, donc dans l'imaginaire public, c'est, ah, OK, la mère a la garde de l'enfant, puis le père le voit une fin de semaine sur deux, puis là, l'enfant, quand il me voit, il me parle pas beaucoup, et quoi que ça, mais c'est sûr, la mère l'a monté contre moi. Et ce qu'il faut savoir aussi, c'est que la plupart des familles, s'il y a une séparation, les parents vont s'organiser seuls ou peut-être avoir recours à de la médiation. Là, on parle des cas qui vont à procès, qui sont judiciarisés. C'est les cas les plus conflictuels. Et dans ces cas-là, il y a une très, très, très grande proportion de violence conjugale. Et dans les situations de violence conjugale, mais s'il y a des difficultés relationnelles entre le père et l'enfant,
la cause la plus évidente, probable et normale un peu, c'est que ce soit causé par la violence du père. Parce qu'on sait, ou peut-être qu'on ne sait pas, mais la violence conjugale, ça affecte les enfants. Les enfants sont également victimes de cette violence conjugale. Donc, plutôt que d'aller vers l'explication la plus simple ou la plus naturelle, qui est l'enfant ne veut pas voir son père parce que son père est violent, on va dire l'enfant ne veut pas voir son père, le père est violent, donc la mère a peur du père, donc c'est sûrement à cause de la mère que l'enfant ne veut pas voir son père. Donc, un raisonnement hyper tordu et bien souvent misogyne. Tu l'as bien dit, donc il y a des victimes, les enfants en sont victimes. Donc, les accusations d'aliénation parentale ont des conséquences sur les enfants, sur les mères, sur le système aussi. Peux-tu nous en parler un petit peu plus? Une chose qui pourrait peut-être choquer nos auditeurs et auditrices, c'est que on entend des anecdotes de femmes et leur propre avocat ou avocate leur recommande de ne pas dénoncer la violence conjugale parce que être auteur de violence conjugale, c'est comme un avantage stratégique parfois dans les cas de droit de la famille. Donc, ça a des conséquences extrêmement dramatiques qui sont les suivantes. On va considérer que la mère est aliénante, donc un danger pour ses enfants. Donc, que l'enfant doit être placé avec le père. Et ça, c'est même dans des cas où il y a eu de la violence envers la mère et l'enfant, documentée, criminalisée, admise. Et ça peut mener à des enfants qui sont en garde partagée avec un père violent, en garde exclusive avec un père violent et généralement la continuation si la mère continue d'être jugée aliénante et si l'enfant continue de refuser d'aller chez son père, une garde complète chez le père avec aucun accès de la mère, avec des mères qui n'ont pas vu leur enfant depuis des mois ou des années. Pourquoi? Ben, juste parce que l'enfant ne voulait pas voir le père violent. Et ça, tu en parles depuis 2016, là. Un de tes articles, l'aliénation parentale dans les litiges de garde d'enfants en droit québécois, ça a été publié dans les cahiers de droit. On va mettre les notes de l'épisode, là. Conclusion principale. Définition floue et incohérente de le terme d'aliénation parentale. Décalage avec la science. Les biais systémiques. Impact négatif sur les enfants. Tu en parles aussi. Donc, ça, on le dénonce depuis 2016, mais on remarque qu'il n'y a pas eu beaucoup d'avancement à ce biais-là ou ce qui est encore véhiculé dans la société. Puis, tu l'attribues à quoi, ça? Effectivement, la situation même s'empire depuis les dernières décennies et puis le problème est très loin d'être réglé. Quand j'ai commencé à travailler là-dessus en 2016, j'ai dit, peut-être que c'est un peu exagéré. Il me semble que ça se peut pas. Et là, t'entends la même histoire encore et encore. Il y a un mythe très, très, très ancré. D'ailleurs, j'en parle dans La Fabrique du viol. C'est ce mythe selon lequel les pères sont désavantagés dans notre société et devant les tribunaux de la famille. Et c'est un mythe, c'est complètement démenti par la recherche. Mais vu qu'on se dit que ce sont les pères qui sont désavantagés, il n'y a pas assez de travail qui est fait pour combattre les stéréotypes sexistes qui nuisent aux femmes et la plupart du temps aux enfants également qui se ramassent justement à être forcés de vivre avec des pères violents. Sandrine? Est-ce qu'on pourrait dire que ça vient vraiment rejoindre la conception traditionnaliste de la société, donc un petit peu une protection paternaliste du droit de dire mais la mère est capable de s'occuper des enfants et le père il peut pas s'occuper des enfants, il doit travailler, donc si les enfants s'entendent bien avec la mère, ça fait juste du sens parce que le père est pas nécessairement présent, c'est à la mère de faire le pont avec le père, un peu cette vision-là. Ben, on a vraiment cette idée que historiquement, c'est les mères qui avaient la garde. Historiquement, premièrement, les femmes n'avaient pas le droit de quitter une relation, y compris une relation violente. Les pères avaient des droits quasiment de propriété sur les enfants. Les pères dirigeaient la famille. Donc, même ça, c'est un mythe, cette idée que historiquement, c'était les mères et sur les mères qui ont la garde. En fait, la réalité, c'est que il y a plus d'enfants qui sont en garde chez leur mère, mais ça, ce sont les cas non contestés. Donc, lorsque les parents se séparent, déjà, lorsque les parents sont ensemble, c'est généralement la mère qui s'occupe des enfants, davantage. Tout à fait. Lorsque les parents se séparent, ça continue. Et on a des pères qui sont peu intéressés, absents, etc. Mais ça ne veut pas dire que dans les cas contestés, il y a effectivement que les mères seraient favorisées parce que historiquement et encore aujourd'hui, les mères qui sont jugées des mauvaises victimes, les mères qui forment une nouvelle relation, toutes sortes de stéréotypes où, en fait, on va juger que la mère n'est pas une bonne mère et qu'un enfant a besoin de son père. Donc, c'est vraiment très, très, très ancré. Les enfants ont besoin de leur père. Il y a une panique morale sur les enfants qui sont pas élevés par leur père, alors qu'il y a bien des enfants qui sont pas élevés par le père. Mais c'est quand on a ces cas contestés de violence conjugale qu'on se dit là, c'est là le moment pour qu'un enfant ait besoin de son père. Tous ces mythes-là mènent à cette situation où les femmes victimes de violences sont souvent très désavantagées dans ces procès. Sauf que cela n'irait pas à l'encontre de l'intérêt supérieur de l'enfant. Donc, si je ne m'abuse, en droit de la famille québécois, quand on attribue la garde à un parent, c'est pas le parent qu'on regarde, mais bel et bien l'enfant et son intérêt. Ça n'irait pas un petit peu contrairement à ce principe-là?
Tu as quelque chose à nous dire sur l'intérêt de l'enfant, je le sais. Certainement. Mais il y a un grand nombre de facteurs et ça, c'est un des problèmes parce que la violence familiale est un facteur, mais un facteur parmi tant d'autres. Et c'est tellement large et il y a tellement de facteurs que c'est sûr que les stéréotypes, les idées reçues vont influencer l'analyse des facteurs. Je sais pas s'il y a encore des gens qui pensent que le droit s'applique tout seul et qu'un ou une juge ou une autre, ça change rien. C'est pas le cas. Et il y a certains facteurs, par exemple, qui disent est-ce que le parent est prêt à favoriser le développement de la relation avec l'autre parent? Et là, on dit, ah, OK, la mère, oui, elle a le facteur de violence conjugale qui joue en sa faveur, mais en même temps, elle veut pas que le père ait la garde. Donc, ce facteur-là joue en sa défaveur et ça se compense. Ou des choses comme ça, ces facteurs ne sont pas pondérés. Alors, effectivement, si on se base sur le bon sens, ce qui est peut-être un peu dangereux, ou disons, la science, on sait bien que c'est pas dans l'intérêt des enfants d'être forcés de vivre avec des parents violents, mais les décisions ne sont pas basées sur la science, les recherches empiriques, sont basées sur les impressions de qu'est-ce qui serait mieux pour cet enfant, et c'est là où les narratifs que la mère est égoïste, par exemple, elle priorise sa carrière ou elle priorise pas assez le père, c'est là qu'on en arrive à des décisions qui sont extrêmement dommageables pour les enfants, et d'ailleurs, ces familles-là retournent devant le tribunal et on voit bien les conséquences sur les enfants, mais on observe quand même ces décisions qui sont rendues de façon extrêmement régulière. C'est fou comment tu dis tellement de choses qui font le pont avec notre deuxième section sur le contrôle coercitif, mais je vais revenir avec la pondération. Tu dis que les facteurs, il n'y a pas nécessairement une vraie pondération de quels facteurs s'appliquent. Cependant, on est peut-être un peu trop attaché, avec ce que j'ai dit dans tes choses, à l'intérêt de l'enfant, qui est codifié. Donc, toutes les décisions doivent être prises pour l'intérêt de l'enfant, mais ça ne prend pas en compte suffisamment les autres éléments ou les autres facteurs. Est-ce que c'est ça que tu dis ou je suis à côté? Un peu à côté. Parfait, vas-y. Mais j'ai été invitée en pré-enregistrement à te corriger. Donc, absolument. Non, le problème, c'est pas tellement qu'on se centre sur l'intérêt de l'enfant. Le problème, c'est que n'importe quel argument peut être présenté comme étant dans l'intérêt de l'enfant. Je peux dire, c'est dans l'intérêt de l'enfant de ne pas être victime de violence, mais je peux dire, c'est dans l'intérêt de l'enfant d'avoir un père présent. Alors, selon l'angle qu'on prend, mais dans tous les cas, c'est toujours pris dans l'intérêt de l'enfant, présumément, mais le critère est tellement large que tout et n'importe quoi peut devenir dans l'intérêt de l'enfant de l'avis du tribunal ou dites expertes et experts sur, soi-disant, aliénation parentale. Alors, pour sauver ma réputation, c'est ça que je voulais dire. Excellent. Ce que je voulais dire, c'est qu'on met l'intérêt de l'enfant en premier plan et ça, c'est le critère qui est que la plus haute pondération. Cependant, l'intérêt de l'enfant, c'est qu'on l'applique comment exactement? À partir du moment où le père a été violent avec la mère, mais pas avec l'enfant, mais c'est correct quand même. Il y a plein de choses qui vont affecter en disant, ben là, c'est peut-être mieux. Et je sais aussi que tu en as parlé, je l'ai lu. Tu dis aussi l'obsession de donner une garde partagée aujourd'hui, sans critère, parce que c'est dans l'intérêt de l'enfant qui voit son père et sa mère. Mais c'est pas toujours dans l'intérêt de l'enfant de voir son père et sa mère. C'est cette norme culturelle. En fait, c'est comme si on essaie de garder la famille ensemble. Mm-hmm. La famille est plus ensemble. La famille s'est séparée et la plupart des divorces sont demandés par les femmes. La femme, elle veut partir. Et on dit, en fait, la femme va être responsable de continuer à faire semblant que la famille est encore unie. Et on a cette obsession avec la garde partagée. Peut-être aussi des juges qui se reconnaissent dans le père ou des avocats. Mais les sciences sociales montrent que oui, ça peut être dans l'intérêt de l'enfant d'avoir une garde partagée si les parents s'entendent et s'il n'y a pas de violence. Mais on applique cette présomption seulement dans les cas où elle ne devrait pas s'appliquer, c'est-à-dire les cas où il y a, on dit parfois au conflit, qui est un euphémisme, des violences conjugales. Il y a violence conjugale et donc ce n'est pas dans l'intérêt de l'enfant, c'est dans l'intérêt de l'enfant d'avoir un attachement sécuritaire et fort avec une figure parentale principale. Et ce qu'on fait dans les cas où on accuse la mère d'aliénation parentale, c'est l'inverse. On dit on va lui enlever sa figure parentale sécuritaire et principale et que la personne qui a pris soin de l'enfant depuis des années, on va le forcer avec le parent avec qui l'enfant n'a pas de relation et en plus qui est violent. Donc ça, c'est sûr que, en tout cas, moi, ça me paraît évident, mais ça fait des années que je travaille là-dessus, comme tu l'as noté, donc c'est pas évident pour tout le monde, mais c'est pas dans l'intérêt de l'enfant de prendre ce genre de décision. En fait, ce qui est une évidence pour nous, les juristes, c'est ce qui est écrit dans la loi ou de la jurisprudence qui est perpétuée. Puis donc, il y a un automatisme lorsqu'on se présente devant la cour en disant, ben, regardez, là, la garde, ça va aux deux parents. Et donc, on part de ça. Et ensuite de ça, c'est à la mère de faire la preuve que le père est violent et le père va dire, ben regardez, elle fait de l'aliénation parentale. Ouais. Comment prouver que le père est violent et que le père ne devrait pas avoir la garde quand la pire chose qui peut arriver comme mère, c'est d'avoir l'air hostile envers le père. Donc, les mères sont prises entre l'arbre et l'écorce. On est à la page
7 d'un synopsis préparé par Sandrine de 29 pages et on est déjà à côté du sujet complet. Mais c'est tellement intéressant, mais ça m'a fait ouvrir les yeux sur plein de choses qui étaient pour moi un absolu pratiquement. En fait, je pense qu'on est rendu plus loin qu'à la page 7 puisqu'on a parlé de plusieurs enjeux, mais je souhaite revenir sur un des points. Donc, on a mentionné le fait que c'était vraiment, que l'interprétation de cette notion-là par les tribunaux était beaucoup trop large. Donc, les accusations d'aliénation parentale, c'est véritablement un outil dont certains pères se servent contre la mère lorsque la mère, dans une procédure de divorce, par exemple, parle du fait qu'elles ont été victimes de violences conjugales. Donc, le tribunal, au lieu de prendre au sérieux les accusations de la mère, va écouter le père qui va répliquer un peu en disant « Ah, mais non, elle fait de l'aliénation parentale, c'est pas vrai, peu importe comment que c'est dit. » Puis là, ça fait en sorte que la mère est considérée comme aliénante et souvent, elle va perdre ses enfants. Et puis, c'est pas juste « Ah, le père va recevoir la garde », mais ça va être parfois même en chambre de jeunesse. Donc, les mères vont se voir retirer leur enfant, puis l'enfant va être placé en famille d'accueil ou en centre jeunesse, juste à cause des accusations d'aliénation parentale. Donc, ça a vraiment des conséquences dévastatrices. Puis, je sais que c'est tellement large que parfois, même les juges confient la garde au père, seulement lorsque c'est allégué sans même qu'il y ait de preuves d'une manière préventive. Oui, donc en fait, ce concept d'aliénation parentale est extrêmement large et flou parce qu'il y a plusieurs théories, ça n'a pas une base scientifique solide et de toute façon, même s'il y avait une base scientifique solide, ça ne veut pas dire que c'est ça qu'on verrait dans les jugements du tribunal. Donc, initialement, quand cette théorie a été inventée, l'idée c'était c'est une mère manipulatrice qui ment, qui fait des fausses accusations, qui fait une campagne incessante, je veux pas que tu vois ton père. Maintenant, peut-être dans une tentative de rendre la théorie moins ouvertement misogyne, on dit c'est pas nécessairement ça l'aliénation parentale. Alors, une mère peut être trouvée aliénante si l'enfant rejette le père ou si l'enfant rejette pas le père, si elle dénigre ou si elle dénigre pas. En fait, tout et n'importe quoi peut être l'amener à une accusation d'aliénation parentale parce que, vraiment, si on trouve n'importe quel dénigrement qui est extrêmement commun et réciproque dans les familles qui sont en train de traverser un divorce extrêmement contesté. Si on trouve le moindre dénigrement, elle est aliénante. Si on trouve pas de dénigrement, on va dire qu'elle commet de l'aliénation inconsciente. Ça veut dire elle a rien fait, mais ça va être de sa faute quand même. La note que tu nous as dit, s'assurer que je parle d'aliénation parentale inconsciente. C'est cette idée que même si la mère a rien fait, et que le père a été violent, c'est quand même la faute de la mère. Où est-ce qu'on peut trouver la faute de la mère? Inconsciemment, elle a de l'anxiété, elle a des sentiments négatifs envers le père et inconsciemment, ça se transmet par l'aura maternelle à l'enfant et c'est pour ça que l'enfant a peur du père. Et si l'enfant n'a pas peur du père, on va juger qu'elle est aliénante pareil ou qu'il y a un risque d'aliénation. C'est là les cas préventifs que tu mentionnais, Sandrine. Et on va quand même intervenir parce que même si elle n'est pas aliénante, elle pourrait l'être ou elle pourrait l'être de façon inconsciente. Donc, finalement, c'est presque systématique que si une femme est victime de violence, on va trouver une raison de lui accoler cette étiquette d'aliénante. Ça donne tout son sens à quand tu nous as repris en disant « c'est pas de l'aliénation parentale », ça prend juste une accusation d'aliénation parentale. L'accusation elle-même, elle est aliénante, là, mais contre la mère, mais ce que je veux dire, c'est que l'accusation elle-même ouvre une boîte de Pandore qui finira plus du tout, qui va amener probablement vers le contrôle coercitif. Parce que si le père allègue une aliénation parentale, les tribunaux, dans certains cas, ou assez souvent, vont aller demander une expertise, mais pas une expertise en violence conjugale, une expertise en aliénation parentale. Alors, c'est des gens qui travaillent là-dessus, croient que le concept existe et est valide et ont bâti leur carrière sur ce concept et qui viennent et qui vont trouver de l'aliénation parentale. Donc, c'est un expert qui va aller évaluer psychologiquement la mère. Oui, la mère et l'enfant. Et puis, en fait, ce que l'expert ou l'experte ne dit pas au tribunal, c'est qu'il n'existe aucun outil validé scientifiquement, objectif, pour identifier un enfant ou une enfant qui serait soi-disant victime d'aliénation parentale. Ça veut dire que tous les indices où on dit « Ah, ça me semble un symptôme d'aliénation parentale », tous ces symptômes-là sont des symptômes de violence conjugale également. L'enfant a peur du père, aliénation parentale, c'est un symptôme qui pourrait tout aussi bien, de façon pas mal plus crédible, être un symptôme de violence conjugale. Donc, il n'existe aucun outil objectif et valide pour distinguer ces deux cas. Donc, à chaque fois, et c'est pour ça on y arrivera, mais interdire le concept, à chaque fois qu'un expert ou une experte dit cet enfant est aliéné, on le sait pertinemment qu'il y a des fortes chances que ce soit un enfant qui est victime de violence conjugale qu'on va forcer à vivre avec son père. Donc, est-ce qu'on pourrait dire que les interventions judiciaires en cas d'accusation d'aliénation parentale sont futiles, voire inadéquates? C'est là que j'allais. Mon réflexe
je fais pas de familial, mais mon réflexe comme avocat de litige, ça aurait été de demander une expertise. C'est ça mon réflexe. Donc, judiciairement, c'est ça qu'on fait. Sandrine nous pose la question. Ça sert-tu à quelque chose, les interventions judiciaires? Bien, en plus de tous les problèmes qu'on a mentionnés, pour répondre sur les interventions, c'est que non seulement la théorie n'est pas validée, il n'y a pas d'outils diagnostiques, etc., les interventions qui sont de forcer le contact sont extrêmement dommageables pour les enfants. Donc, on a cette théorie et puis on peut bien aller chercher des expertises. Supposons, en droit criminel, on fait plus attention aux théories qu'on amène devant les tribunaux. Donc, on va dire preuve d'ADN, on va l'admettre parce que c'est extrêmement fiable. Mais si je veux lire dans les feuilles de thé, si une personne a commis un meurtre ou pas, ça marche pas. C'est pas assez. Il y a pas de validité scientifique. Donc, même si tu vas chercher un expert ou une experte en tarot ou en feuilles de thé ou de toutes sortes de prédictions qui sont pas basées sur la science, ça donne rien. C'est un peu ça la question, c'est que ça a aucune valeur de diagnostic ou de prédictive parce que on le sait très bien que, c'est-à-dire, on va avoir des faux positifs, on va identifier l'aliénation parentale quand il y a de la violence conjugale. Ça ne nous permet pas de distinguer, ça ne nous permet pas d'avancer le raisonnement judiciaire et ça mène juste à des interventions qui, même si on embarque dans la théorie d'aliénation parentale, on dit oui, les mères sont aliénantes, l'intervention est pire que le mal qu'elle cherche à traiter, c'est-à-dire couper un enfant de son réseau. En passant, quand je dis enfant, c'est souvent des adolescents, adolescentes. Un ou une ado de 14 ans, qu'on dit on va te forcer à vivre avec ton père, tu vas déménager, tu vas perdre tous tes amis, tu vas perdre ta mère qui t'a élevé depuis que tu es enfant. Et si tu t'enfuis, on va envoyer la police te ramener chez ton père. Donc, c'est des interventions extrêmement draconiennes. Donc, l'intervention judiciaire, elle est futile, numéro 1. Puis numéro 2, je te dirais, si je prends le côté du judiciaire, on va dire, il applique la loi puis la jurisprudence. Tu demandes à un juge, grosso modo, d'être à l'affût de la recherche. Alors que c'est assez rare que le juge va prendre ce rôle-là. Il va plutôt demander à un expert. Puis non, là, c'est la roue complète, là. Mais c'est-à-dire, c'est pas futile, c'est dommageable. Okay. Tu me dis, les juges appliquent la jurisprudence. C'est pour ça que moi, je travaille en réforme du droit. On veut faire changer la loi. Ceci dit, ce qui aurait dû arriver depuis le début, c'est que si quelqu'un dit, est-ce que je peux présenter une expertise sur l'aliénation parentale? Et là où la juge dit, non, c'est pas admissible. Et c'est tout. Ça aurait dû en finir là. Ça n'en est pas fini là. C'est passé. Il y a beaucoup de ces femmes qui se représentent elles-mêmes. Des fois, les gens qui pratiquent le droit, mais pas le droit familial, me suivent pas sur comment ça se passe un procès en droit familial. C'est différent d'autres procès au niveau de la représentation. Donc, c'est passé, ça a été admis. Maintenant, c'est dans la jurisprudence. Mais d'après moi, on n'aurait pas dû avoir à changer la loi parce que c'est déjà clair que les juges ne devraient pas admettre une pseudoscience. Comme les juges, là, mais si je dis je vais faire un pile ou face pour savoir à qui l'enfant va aller, on va me dire non, je peux pas admettre non, c'est pas un test qui est valide. Donc ça aurait pas dû passer. Ceci dit, maintenant que c'est passé, vu que les cours d'appel sont en train de gober aussi ce narratif et pas juste au Québec, dans les autres provinces également, c'est pour ça qu'on recommande un changement de loi. Les conséquences pour les mères, on a parlé des enfants, on a parlé des adolescents, les conséquences pour les mères, c'est quoi à part d'avoir une accusation d'aliénation parentale sur les épaules, mais quelles sont ces conséquences-là? Bien, il y a les conséquences les plus visibles qui sont que cette mère va perdre ses enfants. Et une fois que la mère est étiquetée aliénante et qu'elle n'a plus accès et qu'on dit tu n'auras plus aucun contact, tu n'as pas le droit de communiquer avec tes enfants, le père peut bien sûr agir en toute impunité. Parce que s'il violente l'enfant, et que la mère dit le père a violenté l'enfant, on va dire bon, encore une fausse accusation. Donc, ces mères vivent dans l'anxiété de savoir que les tribunaux ont accordé au père une immunité complète pour violenter l'enfant. C'est extrêmement souffrant. Les femmes arrivent au bout de leurs ressources financières et émotionnelles parce que ces procès durent des années. L'autre chose auquel on pense moins, ces femmes, elles se parlent. Les femmes sont pas niaiseuses, elles voient ce qui se passe. Donc, ça a des effets en amont. La femme, elle va se dire, moi, ici, je suis victime de violence, mais au moins, je peux protéger mes enfants. Si je quitte, je pourrai plus protéger mes enfants. Donc, on a des femmes qui, certainement, ne quittent pas un conjoint violent. L'état du droit qu'on pense que le droit intervient seulement après la séparation. Non. Le droit intervient avant la séparation. Le droit dissuade les séparations. On a eu des centaines de mères au Québec qui ont écrit un journal pour dire, moi, si j'avais su ce que je sais aujourd'hui, j'aurais jamais appelé la DPJ pour dénoncer la violence conjugale. Les autres mères qui sont victimes de violence conjugale, qui lisent ça, qu'est-ce qu'on pense qu'elles vont faire? Elles vont dire, j'aime autant endurer le cauchemar de la violence conjugale que le cauchemar de la violence post-séparation. C'est ça qu'elles peuvent se dire dans certains cas. Donc, on a un système de justice
qui dissuade les séparations en cas de violence conjugale. C'est très, très grave et c'est dangereux. Et si l'accusation d'aliénation parentale fonctionne, donc du père fonctionne, tu comprends ce que je veux dire, et l'enfant va chez le père, est-ce que tes études démontrent qu'il y a une diminution du taux de violence? Envers L'enfant ou la mère? bien sûr que non. Okay. En fait, si l'enfant est victime de violence et qu'on confie la garde au père qui est l'auteur de violence, bien entendu que les violences vont continuer. Dans les cas de garde partagée, les violences vont aussi être envers la mère lors des contacts, mais la violence, c'est pas seulement lors des contacts non plus. L'accusation de violence conjugale fait partie de la violence conjugale. L'accusation d'aliénation parentale, c'est « je vais te vider de tes ressources ». Beaucoup de ces femmes sont des professionnels qui n'arrivent plus à travailler parce qu'ils sont constamment devant les tribunaux. Ouais. Et puis, les pères, une fois qu'ils ont gagné la garde, parfois, ils reviennent et ils demandent les coûts du procès. Et moi, des femmes qui m'écrivent, je fais face à 100 000 $ de coûts. Qu'est-ce que je fais? Pouvez-vous m'aider? Donc, bien sûr, la violence se poursuit. Et la pire chose qu'on peut faire quand on a un homme violent, c'est lui dire « t'as raison » et le système t'appuie. Puis on l'a abordé un petit peu tantôt. Ce qui est vraiment flagrant, c'est qu'on parle jamais du père qui souffre d'une accusation d'aliénation parentale parce que les mères sont 2 fois plus susceptibles d'être accusées d'aliénation parentale. Donc, c'est quelque chose qui renforce la discrimination contre les femmes. Alors, il y a 2 choses. Premièrement, oui, les femmes ont 2 fois plus de chances d'être accusées, mais les cas sont complètement différents. Les femmes qui sont accusées, et ça, j'ai démontré ça dans mes recherches, les femmes qui sont accusées d'aliénation parentale, c'est des femmes victimes de violences qui souvent, honnêtement, ont rien fait et vont être trouvées d'aliénation passive, inconsciente, etc. Les hommes font jamais de l'aliénation inconsciente, ça a l'air. C'est les mères qui font ça. Lorsque les pères sont accusés d'aliénation parentale, généralement, ce sont des mères victimes de violences qui accusent le père d'aliénation parentale en se disant, bon, les tribunaux écoutent pas quand je dis violence conjugale, je vais essayer aliénation parentale, voir si ça marche. Et la recherche d'une collègue, Linda Nielsen, démontre que les tribunaux sont beaucoup moins punitifs. Donc, même si un père est trouvé aliénant, premièrement, il a certainement fait des choses. Il est pas victime de violence, il est auteur de violence. Et donc, c'est comme un peu une réplique et c'est un outil dont les mères victimes de violence se servent, alors que le meilleur outil, ce serait de dire violence conjugale. C'est la théorie qui explique mieux ce qui est en train de se passer. Par exemple, si un père violent sabote les relations mère-enfant, c'est extrêmement commun, mais la théorie d'aliénation parentale ne l'explique pas bien parce que c'est une théorie qui a été développée pour contrer des accusations de violence. Donc, c'est un peu comme une horloge brisée qui donne la bonne heure 2 fois par jour. Là, ça donne que des femmes réussissent, un peu comme stratégie de résistance, réussissent à utiliser ce concept misogyne à leur faveur de temps en temps, mais vraiment, ça marche pas toujours. Deuxièmement, ça met en danger les autres femmes. Ça développe une jurisprudence où après ça, les autres femmes vont être victimes de ces accusations. Donc, c'est pour ça qu'on ne peut pas faire l'économie d'une analyse genrée du problème et on ne peut pas vraiment traiter ces 2 cas de la même façon. Les accusations qui mènent à des résultats vraiment dramatiques, ce sont les accusations que les hommes violents portent envers les femmes victimes de violences. Mais tu dois avoir des pushbacks incroyables de la part des hommes. Les hommes doivent dire « je suis pas violent ». Ben, il n'y a pas beaucoup d'hommes violents qui se voient comme un homme violent. Quoique, dans les cas d'aliénation parentale, c'est un peu l'inverse. Les hommes disent « oui, je reconnais que je suis violent ». Et la mère dit « il a été violent ». Et là, le tribunal dit « ah, il est plus raisonnable et nuancé et collaboratif ». Qu'est-ce que les gens te disent à l'encontre de tes études, de tes recherches, de tes conclusions? Les hommes aussi sont victimes de violences conjugales. Je connais quelqu'un ou je connais quelqu'un qui connaît quelqu'un et l'enfant voulait pas voir son père et c'était la faute de la mère. Et ce que je réponds, c'est on ne peut pas voir une causalité avec nos yeux. Sinon, on n'aurait pas inventé la science. Il y a beaucoup d'enfants qui veulent pas voir leur père. Personne le nie. La question, c'est quoi qui l'a causé? Et c'est plus facile parce que c'est ça que les films racontent, de dire « ah, la mère est folle et elle a tout fait », que de dire, en fait, peut-être qu'il y a une raison pourquoi ces enfants veulent pas le voir. La théorie de l'aliénation parentale match bien avec leur propre stéréotype. Ils racontent une histoire qui est facile à comprendre. Ou des fois aussi, on me dit de la part des avocates, moi, j'utiliserai jamais une théorie sexiste. Utiliser une théorie qui est discriminatoire, mais... Ben oui, ils vont dire, je l'utilise autant envers les hommes qu'envers les femmes, donc c'est pas genré. Mais ça, c'est impossible. Et puis, ils ont probablement pas des statistiques détaillées. Et les statistiques, dans toutes les études qui ont été faites, toutes les études montrent que les femmes sont beaucoup plus accusées d'aliénation parentale, qu'elles sont accusées pour des comportements moindres et qu'elles reçoivent des conséquences beaucoup plus punitives. Donc, je pense qu'il y a des gens qui me croient pas. Mais l'expérience personnelle... Ce qui est anecdotique ne devrait pas s'appliquer en effet. On a, comme avocat de litige, souvent des défenses standards. Il y a un divorce, il y a ensuite de ça, la mère va demander 100% la garde
Et la défense standard à envoyer contre ça, c'est de dire non, la mère, elle est aliénante. Exactement. C'est facile, ça marche. Et puis, honnêtement, la responsabilité de l'avocat ou l'avocate, c'est d'avancer la justice. Mais pour beaucoup, les gens se disent, ben ça marche, ça aide mon client. Ils vont pas nécessairement penser plus loin. Non, ça, c'est le balado qui est là pour avancer. Ben, j'encourage les avocats et avocates à ne pas utiliser des théories qui sont fausses, même si ça avance les intérêts du client. Mais effectivement, c'est une défense standard qui va pas marcher 100% du temps, mais qui a des très bonnes chances de marcher. Et souvent, c'est la défense qu'on n'a rien d'autre. Si la mère était violente ou a des problèmes, s'occupait pas bien des enfants, etc., on dirait autre chose. L'aliénation inconsciente, littéralement, c'est parce que c'est une bonne mère, l'enfant veut être avec elle, historiquement, elle a pris soin des enfants, il n'y a aucun problème de capacité parentale. S'il y avait un problème de capacité parentale, on irait là. Donc, c'est vraiment la défense des gens qui n'ont aucune autre défense et qui disent comment retourner le miroir et dit, si tu m'accuses de violence, c'est toi qui vas en payer le prix. Ce qui est extrêmement commun, c'est les femmes victimes de violence savent bien que si elles dénoncent la violence, l'agresseur va toujours tenter de se présenter en victime. Allons maintenant en mode de solution, en mode de modification législative. Qu'est-ce qu'on peut faire? Sandrine, introduis-nous la prochaine sous-section. Les Nations unies et les experts recommandent que tous les États légifèrent pour interdire l'invocation de l'aliénation parentale dans les affaires relevant du droit de la famille. Donc, qu'en est-il de l'Association nationale Femmes et Droits? Alors, on a cette demande qui est appuyée par plus de 250 organismes féministes et de femmes à travers le Canada, qui est effectivement de légiférer pour rendre ces accusations inadmissibles. C'est-à-dire que les tribunaux, ça va avoir l'air vraiment niaiseux, les tribunaux devraient se baser sur le droit et les faits pour décider les cas de garde d'enfants et de temps parental, plutôt que de se baser sur les stéréotypes et les mythes. Donc, de dire... s'il y a des comportements problématiques des parents, ils peuvent être allégués, mais on ne peut pas utiliser cette pseudo-théorie. Donc, comme le dit l'ONU, c'est un outil des agresseurs pour rejeter un peu le blâme. Donc, on suggère une intervention législative pour les rendre inadmissibles. Si on l'enlève, il nous reste quoi? Le droit et les faits. OK. Donc, c'est-à-dire que la loi sur le divorce, il y a certains facteurs qui sont problématiques, mais grosso modo, les facteurs pertinents, ils sont. Est-ce qu'il y a eu de la violence? Qui s'est occupé de l'enfant? Quels sont les désirs de l'enfant? Etc. Donc, les tribunaux devraient se baser là-dessus. En fait, c'est comme si, des fois, ils perdent tout ça de vue, les tribunaux, parce qu'on leur amène un scénario de catastrophe. Vite, 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 vite. Si tu ne forces pas cet enfant à vivre avec son père, il va perdre la relation, il y aura une catastrophe, l'enfant ne pourra plus jamais avoir des relations saines. On va inventer toutes sortes de catastrophes qui ne sont pas du tout attestées dans la littérature. Et donc, on perd tout le reste de vue. Donc, l'idée, c'est de dire, non, on va continuer à se baser sur l'intérêt de l'enfant et sans amener de pseudo-sciences et de mythes. Est-ce que ça va régler tous les problèmes du jour au lendemain? Probablement pas. Mais généralement, apporter une théorie qui est fausse au processus décisionnel, ça n'améliore pas le processus décisionnel. Donc, commençons par l'enlever. C'est quoi le premier point de contact, alors? Ben, c'est-à-dire, le premier point de contact, c'est pas au niveau de l'intervention, parce que l'intervention est au niveau du process. On est bien avancé. Ceci dit, la violence conjugale devrait toujours être considérée. Il faut aussi garder en tête que la violence conjugale, elle est souvent non dénoncée. Alors, il faut quand même en tenir compte, même quand elle est non dénoncée, de se dire il pourrait y avoir de la violence conjugale dans ce cas, même si elle n'a pas encore été alléguée. Donc, lorsqu'il y a de la violence conjugale, ben on se demande est-ce qu'il y a eu de la violence et est-ce que le père est dangereux pour l'enfant et est-ce que le père a les capacités parentales, plutôt que se demander il y a une allégation de violence conjugale. Est-ce que c'est une fausse accusation? Est-ce que la mère essaie de voler les enfants? Pour rebondir sur ce qu'on parlait juste avant, si on ne peut pas retirer complètement le concept d'accusation d'aliénation parentale, c'est quoi les autres modifications qu'on suggère comme au niveau législatif? Alors, je rejette la prémisse, il faut retirer complètement le concept, mais je vais quand même répondre à la question. C'est-à-dire Des petits pas, Suzanne, des petits pas. Vous savez, je fais des rencontres et je dis... c'est la première fois que j'arrive dans une rencontre et que je dis on a un grave problème de violence conjugale et la solution coûte rien. C'est un amendement de 2 lignes. Donc, c'est vraiment une solution facile. Mais là, plus personne ne te croit, c'est ça le... Ceci dit,
qu'est-ce qui empêche que dans 5 ans, on se retrouve avec les mêmes mythes sous un autre nom? Et c'est pour ça qu'il faut avoir aussi d'autres interventions. Et donc, c'est pas une alternative, c'est additionnellement, on peut avoir d'autres interventions qui interdisent certains raisonnements sexistes et problématiques, comme on l'a fait dans les cas d'agression sexuelle. Il est interdit de présumer que si une femme a eu un lourd passé sexuel, donc elle est plus susceptible d'avoir menti. Donc, c'est un peu cette inspiration. Et l'idée, ça serait de dire, on peut pas tirer des inférences négatives du fait qu'un parent, nos lois sont écrites de façon neutre quant au genre, donc du fait qu'un parent ou un époux, dans la terminologie de la loi sur le divorce, dénonce la violence familiale. On peut pas tirer des inférences négatives juste parce qu'un parent veut déménager. 95% du temps, c'est une femme. On peut pas tirer des inférences négatives juste parce que l'enfant veut être avec un parent. Tu peux pas présumer que ce parent ne devrait pas avoir la garde. C'est d'identifier, de cibler des raisonnements particuliers. Moi, je suis une fan de législation extrêmement claire et détaillée, qui est plus difficile à contourner. Donc, c'est une des interventions. Mais qui amène des exceptions avec le temps. On va faire une exception pour ça, on va faire une exception pour ça. On va l'interpréter plus largement que qu'est-ce que... Mais la rédaction législative a toujours ses risques. Et des fois, on me demande, mais comment est-ce qu'on sait que la solution que tu proposes va marcher à 100% dans tous les cas? Je dis, mais on le sait que la solution actuelle ne marche pas. Alors, je pense pas qu'aucune intervention législative règle jamais 100% des problèmes de n'importe quoi, mais si on pouvait régler 80, 90, 95% des situations où des enfants sont forcés de vivre avec un père violent, je serais quand même heureuse de cette contribution. Je suis pas très inquiète de plus avoir de job. Il y a toujours quelque chose d'autre à améliorer et on va continuer à le faire. Mais on a cette intervention qui est tellement simple, qui est recommandée par l'ONU, qui est appuyée par un nombre que j'ai jamais vu, qu'on n'a jamais vu à l'Association nationale Femmes et Droits de partenaires. Et donc, commençons là. T'es passionné par ça. Sandrine et moi, on essayait de t'envoyer vers une autre ouverture. S'il n'y a pas d'approche législative, quelles sont les autres solutions? On vient de parler des approches directes. Donc, il y a 2 types d'approches qui ont été suggérées par l'Association nationale Femmes et Droits et je pense aussi par l'ONU. Donc, les approches directes, c'est ce qui concerne directement la législation et c'est de viser directement les accusations d'aliénation parentale. Et on a aussi les approches indirectes. Donc ça, c'est un petit peu indirectement essayer de trouver un peu une solution. Donc, je sais pas si tu peux nous en dire plus, Suzanne? Comme je disais, la législation pour interdire certaines inférences, c'est une approche indirecte au problème. Donc, il n'y a pas besoin d'utiliser le terme aliénation parentale. Donc, il y a des solutions législatives qui sont indirectes. Il y a des solutions qui sont non législatives ou des solutions plus larges peuvent inclure un meilleur accès à la représentation juridique pour les femmes victimes de violences. On demande parfois la formation des juges. Est-ce que c'est une solution? Et je dis non, parce qu'on peut pas former les juges à aller à l'encontre de la loi, aller à l'encontre de la jurisprudence. Leur travail, c'est d'appliquer la jurisprudence. Et donc, la jurisprudence présentement reconnaît ces accusations. Donc, la formation des juges n'est pas un levier de solution. L'accès à une meilleure représentation juridique ferait une grande différence parce que, comme on le sait, l'aide juridique, c'est extrêmement limité. La mère qui est non représentée, mais même s'ils sont les deux représentés, c'est pas une situation d'égalité parce qu'il y a une femme qui se représente seule devant son agresseur. Donc, c'est pas vraiment une situation qui est idéale pour... jamais rencontré de personne qui était contre un meilleur accès à la représentation juridique. Donc ça serait une approche non législative qui pourrait aider également les femmes dans cette situation. L'enjeu est tellement plus grand que ça, parce que justement, donc l'aide juridique est sous-financée, les avocats sont surmenés, donc il pourra y avoir aussi d'autres difficultés qui sont tirées de ça. Les juges, on en a parlé un petit peu, les avocats, qu'est-ce qu'ils peuvent faire? Je pense que les avocates ne devraient pas utiliser cette théorie, ils devraient minimalement lire le rapport de l'ONU et une autre approche indirecte, ça peut être des changements de nos tables et politiques en matière de pension alimentaire. Présentement, il y a un incitatif aux pères, qui sont les principaux payeurs de pension alimentaire, à demander la garde ou le temps parental parce que s'ils ont au moins 40% du temps parental, le montant de pension alimentaire va être largement diminué. Donc ça, c'est un incitatif problématique qui a aussi beaucoup été dénoncé parce qu'il y a certains de ces hommes violents qui ne veulent pas nécessairement s'occuper des enfants et changer des couches, mais qui ne veulent pas payer de pension alimentaire. Donc ça, c'est aussi une modification indirecte. Ou si les deux choses étaient séparées, on n'encouragerait pas une population qui est déjà susceptible de poursuivre pour tout et pour rien à poursuivre encore
encore plus et à aller encore plus en litige et à procès sur la question de la garde du temps parental pour ne pas avoir à payer de pension alimentaire. Les changements qui sont suggérés ont dans le but toujours de protéger les victimes. Les femmes et les enfants sont plus susceptibles d'être la victime de ces accusations-là. On ne peut pas genrer la législation pour avantager les femmes. Ben, c'est la personne qui le demande, ni ça a été suggéré, ni c'était partie de la conversation. Ce qu'on demande, c'est d'enlever une théorie qui est néfaste. Mais bien entendu, toutes les lois affectent les femmes différemment des hommes, presque toutes les lois. Nous, on croit à la réforme féministe du droit, c'est-à-dire que c'est pas parce qu'on n'écrit pas les femmes sont X dans la loi que la loi n'est pas genrée. Le processus législatif est genré. Il y a eu des luttes pour que les femmes aient accès au Parlement. Et nous, on lutte pour se faire entendre. Les projets de loi reposent sur des consultations et il y a des questions de qui est consulté et quand. Donc, je pense que ça, c'est quelque chose... c'est la distinction entre l'égalité formelle et l'égalité réelle. C'est-à-dire, l'égalité formelle, c'est juste, est-ce qu'on écrit les femmes n'ont pas le droit d'accéder au Parlement dans la législation. Et l'égalité réelle, ce qui est l'enjeu dont tout le monde parle, c'est l'enjeu vraiment important au Canada et au Québec en ce moment, c'est de dire comment est-ce que les lois affectent les différents groupes, les hommes, les femmes, les personnes non-binaires, les personnes racisées, les enfants, les personnes handicapées, etc. Comment est-ce que ces lois les affectent et puis comment est-ce que les lois devraient être améliorées pour ne pas pénaliser des groupes qui sont historiquement marginalisés. Donc, cette intervention-là s'inscrit dans cette direction de dire il y a un défaut de justice qui pénalise les femmes et les enfants. On retire le défaut de justice et puis... au passage, il y a peut-être quelques hommes qui vont en bénéficier, mais principalement, on sait que ça va avoir pour conséquence de protéger les victimes de violences conjugales qui sont en grande majorité des femmes et des enfants. Tu fais des consultations, tu parles à des députés, lobbying, tu as tes recherches, tu as des études. La communauté juridique elle-même, je ne sais pas si le barreau réagit comment à ce que vous proposez? Ben, généralement, ça peut-être que je vais parler un peu en relation avec la mission et l'éducation qu'on fait, mais il y a beaucoup d'avocats et d'avocates qui ne s'intéressent pas particulièrement à la réforme du droit depuis l'écriture de la lettre de présentation pour l'admission en droit en première année où on a dit je veux aller en droit pour changer le monde et changer les lois. Après ça, j'ai réalisé qu'il y a beaucoup de juristes qui savent pas c'est quoi la réforme du droit, ne s'y impliquent pas. Donc, ça fait partie de mon travail de démystifier et d'inviter les avocats et avocates à s'impliquer. Moi, je dirais que la réponse des familiaristes, il y a comme deux réactions. Il y a la réaction qui dit ben oui, je comprends tout à fait, je vois ça tous les jours dans ma pratique, je vois les problèmes que ça cause, je te suis. Et il y en a d'autres qui vont être un peu plus sur la défensive parce que les avocats et avocates font partie du problème dans ce narratif et qui vont dire ben non, c'est pas vrai qu'on est sexiste ou non, j'ai vu ça, l'aliénation parentale, je sais que ça existe parce que je l'ai vu. Ce genre de réaction plus sceptique, mais je dirais que la principale réaction jusqu'à présent, c'est plutôt des juristes qui sont pas nécessairement impliqués là, dans la question. Donc, je pense que s'informer sur la question, c'est déjà une très bonne étape. Et en apprendre plus parce que la réforme du droit, c'est plus près de nous qu'on le pense, surtout comme juriste. Non, tout à fait. Et très proche de la population aussi. L'ANFD fait des campagnes pour sensibiliser les gens à tout ça. C'est quoi vos actions principales? Alors, nous, notre principal public, ce sont les parlementaires. Donc, rencontrer des députés, des membres du gouvernement, participer à des consultations. On est souvent invités. Donc, on va dire, il y a tel projet de loi, voulez-vous venir témoigner? Dans 4 jours. Donc, on participe beaucoup à des consultations. Donc, sensibiliser les parlementaires et les informer. D'ailleurs, la plupart du temps, les parlementaires sont très, très heureuses de nous entendre parce que non seulement on est un groupe féministe, mais on est aussi un groupe juridique. Donc, on arrive avec des propositions hyper concrètes. Les députés adorent le travail est un peu pré-mâché. Voilà ce qu'il faut changer dans ce projet de loi. Ils l'ont fait dans le passé. Voilà tous les amendements. OK, on va les mettre. Donc, vraiment de les appuyer dans ce travail et de travailler avec les députés qui sont féministes ou sensibilisés ou intéressés pour amener des petits changements concrets là où on peut faire des avancées de façon pas facile, c'est jamais facile, mais de façon plus accessible, là, qu'il y a un projet de loi qui passe, quel gain on peut aller chercher au passage. C'est pas un enjeu qu'on peut condenser en quelques mots, mais ça serait quoi, disons peut-être les 2-3 plus grands points de la campagne de l'ANFD sur les accusations d'aliénation parentale? Les femmes victimes de violences conjugales qui essayent de protéger leurs enfants sont accusées
d'aliénation parentale basée sur une pseudo-science et ça a pour conséquence de mettre des enfants en danger en amenant les tribunaux à les confier à des pères violents. Il faut absolument réformer la loi pour protéger les femmes et les enfants. On prend une courte pause. Je vous rappelle que nous sommes en compagnie de Suzanne Zacour, directrice des affaires juridiques de l'Association nationale Femmes et Droits, docteur en droit, autrice, chercheuse et conférencière, et que nous parlons de contrôle coercitif et d'accusation d'aliénation parentale. Sandrine, notre recherchiste qui est avec nous, qui a participé au synopsis, et elle a préparé toute la suite, et on va avoir une discussion très intéressante. Donc, on s'arrête quelques minutes pour la pause. Chers auditeurs, préparez-vous à explorer l'histoire canadienne comme jamais auparavant. Laissez-moi vous présenter 49 degrés Nord, le balado narré par l'acteur et réalisateur Marcel Simoneau, qui plonge au cœur des moments méconnus, des personnages oubliés et des événements marquants qui ont façonné le Canada. Saviez-vous que la création du Nunavut a été le premier changement majeur à la carte politique canadienne en plus de 50 ans? Eh bien, 49 degrés Nord explore en profondeur cet événement historique en vous révélant les dessous de la création de ce territoire unique et son importance pour le peuple inuit. Terre-Neuve a déjà fait faillite avant de se joindre au Canada. 49 degrés Nord vous révèle cette histoire. Découvrez aussi le destin fascinant de Lucy Maud Montgomery, l'auteur d'Anne, la maison au pignon vert. Explorez les origines de l'OTAN et le rôle impactant du Canada sur la scène internationale. Penchez-vous sur l'origine de la loi canadienne sur le droit d'auteur, ses particularités, ses points forts et ses faiblesses, sujet tout à fait pertinent pour les auditeurs de Questions de preuve. 49 degrés Nord, c'est le balado qui vous amène au-delà des faits connus, à la découverte des personnes, des lieux et des événements qui ont véritablement façonné la nation canadienne. Rendez-vous sur le site 49-n.ca pour en savoir plus et abonnez-vous dès aujourd'hui à 49 degrés Nord sur votre plateforme de balado préférée et embarquez avec nous pour un voyage captivant dans l'histoire du Canada. De retour à l'épisode. Alors, nous sommes de retour avec Suzanne Zacour. Sandrine est avec nous aussi. Deuxième aspect ou la deuxième section du balado d'aujourd'hui, le concept de contrôle coercitif, une forme de violence familiale. Mais d'abord et avant tout, avant de s'en aller directement sur le contrôle coercitif, parle-nous de violence familiale. Comment on définit le concept? Qu'est-ce que c'est? Alors, on parle de différentes formes de violence qui sont commises au sein de la famille. Donc, généralement, on utilise le terme violence familiale pour désigner à la fois la violence conjugale, donc envers la partenaire intime, généralement commise par des hommes envers leurs conjointes, et la violence envers les enfants. Depuis quelques années, on comprend la violence conjugale comme affectant également les enfants qui en sont également victimes. Donc, on fait parfois moins cette distinction. Et cette violence peut prendre de nombreuses formes, telles que l'a souligné la théorie du contrôle coercitif, violence sexuelle, violence économique, violence physique, violence psychologique, différentes formes de contrôle et qui ont des conséquences là, pour le degré de liberté. Moi, j'avais pas vraiment réfléchi à ça, mais ça fait beaucoup de sens. Je veux dire, contrôler le compte de banque, contrôler les sorties, les amis. Isoler de la famille. Dominance. J'aime pas ça qu'on va dans ta famille. Ouais. Isoler des amis, etc. Oui, tout à fait. C'est très éclairant, je pense, d'en parler et d'y réfléchir. Sandrine, il y a eu des modifications à la loi sur le divorce. Juste avant, c'est quoi la différence entre la notion de violence familiale et la notion de violence conjugale? C'est une question de terminologie, donc ça dépend les gens qui l'utilisent d'une façon ou d'une autre. La violence familiale, c'est le terme qui est utilisé dans la loi sur le divorce, donc c'est le terme qui est de plus en plus utilisé. La violence conjugale, c'est le terme qui est utilisé généralement par le mouvement féministe pour désigner des violences donc à l'intérieur du couple. Moi, j'utilise violence familiale pour englober, comme je l'expliquais, la violence envers la conjointe et envers l'enfant, mais ça dépend de la terminologie de différentes lois ou de différents organismes. Il y a eu le projet de loi C-78 qui a modifié la loi sur le divorce et qui a renforcé un petit peu la notion de violence familiale et qui a intégré la notion de contrôle coercitif en reconnaissant son impact dans les situations de violence familiale. Donc, effectivement, ça définit le contrôle coercitif comme une série de comportements criminels ou non qui sont violents ou menaçants, accumulés de manière coercitive et dominatrice au point de faire craindre pour la sécurité d'un membre de la famille. Ces comportements incluent la violence physique, les abus sexuels, les menaces de violence, le harcèlement, la privation des besoins essentiels, les abus psychologiques, l'exploitation financière, les actes comme tuer un animal ou endommager un bien. Les nouvelles dispositions permettent également aux tribunaux de rendre des ordonnances civiles de protection pour assurer la sécurité des victimes et interdit le recours à la violence familiale. Enfin, lors de l'évaluation de l'intérêt supérieur de l'enfant, les tribunaux doivent
prendre en compte la violence familiale, donc la présence de violence familiale en particulier, sa fréquence et la nature cumulative du contrôle coercitif. Et puis, il y a des travaux législatifs qui se trament en ce moment au niveau fédéral, donc un projet de loi qui a été adopté à la Chambre des communes, mais qui est sous examen au Sénat du Canada pour criminaliser, donc inclure au sein du Code criminel la notion de contrôle coercitif. Donc, on a la loi sur le divorce qui est au civil. Puis là, au niveau criminel, le contrôle coercitif, Suzanne, qu'est-ce qu'il faut retenir? L'idée, c'est d'apporter un nouveau crime qui aurait 2 caractéristiques qui le distinguent de d'autres crimes qu'on peut utiliser en contexte de violence conjugale, comme agression sexuelle, voie de fait. Premièrement, c'est un crime qui est plus spécifique. Donc, l'idée, c'est de dire qu'on est peut-être mieux d'avoir un crime de violence conjugale plutôt que juste d'utiliser des crimes généraux qui peuvent avoir été développés pour gérer des situations, par exemple, la violence entre 2 personnes inconnues. L'autre aspect, c'est que c'est un crime qui reconnaît la nature cumulative de la violence. L'idée étant que la violence conjugale ou le contrôle coercitif sont souvent vécus de façon cumulative et chronique et non pas épisodique. C'est-à-dire que la violence conjugale, c'est plus que la somme des coups. Et parfois, la violence physique est mineure ou rare, ou voire inexistante, mais le contrôle coercitif, c'est tellement plus que ça. Et donc, l'idée, c'est que ce crime pourrait réunir différentes formes que prend la violence et reconnaître leur aspect cumulatif, de dire que c'est pas juste le 3 février, il s'est passé ça, et le 12 mars, il s'est passé ça, mais non, c'était comment vivre dans cette relation-là, c'était quoi le contexte d'inégalité. Tu sais, c'est sûr que comme juriste, je te dirais que j'ai un souci immédiat qui viendrait autour de la problématique de la preuve, d'en faire la preuve. C'est difficile déjà de faire la preuve hors de tout doute de beaucoup d'actes criminels. Il me semble qu'on a parlé d'aliénation parentale, comment que c'était difficile de faire ces preuves-là. Imaginons-nous aux criminels le contrôle coercitif. Est-ce que tu vois des embûches à ce niveau-là? Il y a comme 2 écoles de pensée. Une qui dit c'est très compliqué, même avant d'en faire la preuve. Comment est-ce que la police, qui est même pas capable des fois de reconnaître des choses beaucoup plus simples, comment est-ce que la police va reconnaître ces situations-là? Est-ce que la police vraiment comprend? Parce que si on comprend pas, on peut trouver que la femme qui lance une paire de bas à son conjoint violent, c'est elle en fait qui est l'agresseuse dans la situation. Donc est-ce que la police va vraiment être capable de reconnaître? Et bien sûr, devant le tribunal, est-ce qu'on va être capable de prouver? Et il y en a d'autres qui disent en fait, c'est extrêmement facile à prouver, ça laisse tellement de traces. Des textes incessants, quelqu'un qui texte sa conjointe 63 fois pendant une journée, les collègues qui disent oui, son conjoint l'appelait tout le temps, venait toujours. Donc, il y en a qui disent au contraire, ça va être extrêmement facile à prouver parce qu'on n'est plus dans la violence conjugale, il faut une photo de tes blessures à telle date. Oui, c'est ce que je me disais. La somme des coups, COUP. Mais c'est vrai, mon réflexe initial était justement, il n'y a pas d'échymose, il n'y a pas de... Oui, mais ça, on dit ça depuis, ça fait 40 ans qu'on criminalise l'agression sexuelle. Ah, comment on va le prouver? Ça se passe dans la chambre à coucher, il n'y a pas de témoins. Ça, c'est un discours qu'on a entendu des milliers de fois et ça n'a pas été une raison de ne pas criminaliser l'agression sexuelle, par exemple. Mais les gens, ils pensent... des fois, soit il y a des preuves ou il n'y a pas de preuves. Un témoignage, c'est une preuve. Et je pense que les juristes le savent, mais c'est important de le rappeler parce que les gens vont dire qu'il n'y avait pas de preuve. Un témoignage, c'est une preuve. Dans le temps, on disait... On peut pas prouver une agression sexuelle s'il n'y a pas de corroboration. Donc, c'est pas objectif, là, soit il y a des preuves, soit il n'y a pas de preuves. C'est qu'est-ce qu'on va considérer comme preuve, à qui on va accorder la crédibilité, etc. Mais en général, je dirais que oui, il y a des craintes. Est-ce que ça va mener à des questions trop intrusives? Il y a eu des modifications au projet de loi pour qu'on soit moins centré sur l'effet sur la victime, plus sur des actes objectifs ou des comportements. Donc, il y a toutes sortes de réflexions là-dessus. C'est sûr qu'il y a des questionnements. Est-ce que ça va être difficile à prouver? Tout ce que je veux dire, ça ne clôt pas le débat sur s'il faut ou pas le criminaliser, parce que tous les crimes, presque, sont difficiles à prouver. S'ils sont pas difficiles à prouver, il y a des plaidoyers de culpabilité et on se rend pas à procès. Donc, ça fait partie du contexte là, de la pratique du droit criminel, je suppose. En fait, je pense qu'on pourrait même revenir à définir le contrôle coercitif, parce que depuis tantôt, on parle la violence familiale et le contrôle coercitif, mais est-ce qu'il y a une distinction entre les deux? Encore une fois, c'est une question un peu définitionnelle. Moi, j'aime pas faire vraiment la dichotomie entre la violence conjugale et le contrôle coercitif. Le contrôle coercitif, c'est une théorie qui propose une façon d'expliquer et de comprendre la violence conjugale. Et c'était dans le script de l'épisode que c'était une nouvelle théorie, mais les gens qui travaillent dans le domaine de la violence conjugale ont toujours un peu fonctionné avec cette idée que la violence conjugale s'appuie sur le contrôle. Donc moi, personnellement, quand je dis violence conjugale, c'est évident pour moi on parle pas juste des coups, mais il y a certaines personnes pour qui, quand on dit entendre violence conjugale, ils ne pensent qu'aux coups épisodiques
et donc que ce serait un peu problématique d'utiliser le terme violence conjugale parce qu'ils s'imaginent la mauvaise chose. Pour répondre plus directement, le contrôle coercitif, c'est une théorie qui propose une interprétation particulière de qu'est-ce qui se passe vraiment lorsqu'il y a de la violence dans un couple, de quoi ça a l'air, quelles sont ses conséquences et où est-ce qu'on devrait porter notre attention. Personnellement, de ma recherche, ce que j'avais vu, c'est que le contrôle, c'est un mélange de contrôle et de coercition. Donc, le contrôle, c'est une multitude de stratégies de privation, d'exploitation, de commandes qui visent à dominer et contrôler indirectement la personne en monopolisant les ressources vitales, dictant des choix, déprivant la personne d'exercer son jugement indépendamment. C'est souvent une répétition d'événements au cours de la relation. Puis, il y a aussi la coercition qui est vue comme toutes les stratégies qui sont utilisées par l'agresseur qui visent à obtenir dans l'immédiat ce qu'il désire. Donc, c'est vraiment de la manipulation, de l'intimidation. Puis c'est quand on combine ces deux choses-là qu'on obtient le contrôle et le coercitif, ça constitue de la violence familiale. Si on s'en tient aux mots, le contrôle coercitif, ça peut vraiment être perçu comme une forme d'intimidation et d'harcèlement qui est constituée de la violence conjugale. Donc, c'est pas nécessairement des coups, ça peut être d'autres choses. T'es d'accord avec les mots, Suzanne, ou que Sandrine vient de nous dire? C'est des bons mots pour définir ou tu veux pas t'en tenir à une définition de mots? Parce que c'est ça qu'il va y avoir dans la loi. La loi va définir le contrôle coercitif. On n'aura pas le choix si on veut décrire un acte criminel. Oui, ben j'ai rien contre les définitions. Ouais. Faut pas non plus penser que le droit a le monopole des définitions. Le droit va définir ce qui est criminalisé dans le contrôle coercitif. Il se peut qu'il y ait des aspects du contrôle coercitif qui en fassent partie ou qui en fassent pas partie. Mais oui, je pense que la définition que nous proposait Sandrine est utile. Généralement, lorsqu'on parle de violence conjugale, contrôle coercitif dans l'analyse féministe de la situation, c'est qu'il y a un agresseur principal qui va dominer la victime. L'idée, c'est que quand on s'en tenait juste au coup, si on a une définition qui s'en tient juste au coup et qui ne compte pas la fréquence, on peut avoir un homme qui, dans l'ancienne terminologie, on disait qu'il bat sa femme et la femme, une fois, rétorque et on peut trouver que les deux sont tout aussi violents. D'ailleurs, il y a eu des études qui ont supposément prouvé que les hommes et les femmes sont tout aussi violents, ce qui est absurde et démenti par ne serait-ce que le nombre de féminicides, mais qui se basait justement sur cette compréhension extrêmement mal fondée. Donc, oui, les mots sont importants, mais c'est plus que juste un mot, c'est-à-dire c'est une philosophie, une façon de comprendre le phénomène. Et comme on le sait, quand on pratique le droit, il y a toujours plusieurs histoires qu'on peut raconter pour décrire une situation. Et donc ça, c'est une histoire où ce qui compte, c'est les libertés dont la femme est privée, qui s'appuient sur les stratégies de l'agresseur. Comment est-ce que l'agresseur établit son contrôle? Comment est-ce que la victime a des stratégies de résistance, etc. Donc c'est juste une autre façon de voir la situation. Mais bien sûr, le contrôle coercitif existait avant qu'on lui donne un nom. Tout à fait. On a parlé des conséquences de l'aliénation parentale. Les conséquences pour les victimes. La victime, dans ce cas-là, c'était quand on parlait d'aliénation parentale, les enfants et les femmes. Les accusations. Les accusations d'aliénation parentale. Merci encore de me reprendre. Au niveau du contrôle coercitif, les conséquences pour les femmes et les enfants sont les mêmes, sont différentes. Qu'est-ce que vous avez remarqué dans les décisions lorsque l'homme exerce du contrôle coercitif contre les femmes? Ben, je vais peut-être m'en tenir au niveau juridique parce que je pense que tout le monde peut avoir peut-être l'imagination de qu'est-ce qui arrive quand on est victime de violence et qu'on est privé de tous nos droits. Les conséquences, c'est qu'on est privé de nos droits et qu'on n'a pas de degré de liberté dans notre vie, mais c'est que c'est vraiment perçu comme étant un isolement puis une personne qui est vraiment mise à part et qui est incapable de sortir de la situation. Donc, c'est vraiment comme une prison. Exactement. Et les femmes victimes de contrôle coercitif et les femmes qui sont victimes d'accusations d'aliénation parentale sont les femmes qui quittent. Ce sont les mêmes femmes. Mais les accusations d'aliénation parentale sont une forme où la violence se continue par la violence judiciaire, qui est un aspect qu'on n'a pas encore nommé, qui consiste à démultiplier les procédures, à faire des menaces. Si tu me quittes, je vais avoir la garde des enfants, etc. Mais plus généralement, les conséquences du contrôle coercitif sont dans tous les aspects de la vie. Ça affecte les enfants également. Avant, on disait un conjoint violent peut être un bon père et maintenant, on sait que les enfants sont victimes de ce contrôle coercitif. Il y a un climat de terreur dans la maison. Ça affecte les enfants, bien évidemment. Et les conséquences peuvent aller jusqu'au féminicide, donc ou au filicide. On a une large gamme là, de conséquences, mais des femmes qui peuvent perdre leur emploi, des conséquences sur leur santé, des conséquences sur leur bien-être, leur santé physique et psychologique. Ce que j'essayais de faire, c'est de nous dire, donc on a toutes ces conséquences-là, et criminaliser va aider à justement
éliminer ou tenter d'éliminer toutes ces conséquences-là? Ben d'abord, la criminalisation ne prévient pas les conséquences, vraiment. Là. La criminalisation, on a toujours espoir que ça a un effet dissuasif qui est débattable. La criminalisation, généralement, intervient par la suite, mais les personnes qui promeuvent la criminalisation du contrôle coercitif, l'idée, c'est que, premièrement, c'est un changement de paradigme. Donc, on va mieux comprendre la violence conjugale parce que le droit criminel a un pouvoir symbolique et éducatif. Deuxièmement, les femmes victimes de violences, par exemple, les femmes qui sont victimes de féminicide, les gens vont dire des fois pourquoi elle n'est pas partie, pourquoi elle n'a pas appelé la police, elle a fait tout ça. Donc, ça donne des outils à la police pour intervenir s'ils sont capables de reconnaître ces situations et que ça va un peu, des fois on dit dédramatiser, ça va dramatiser la situation. Donc, on comprenne que même si le crime ou l'incident paraît mineur, s'il s'inscrit dans un contexte, je sais jamais mineur, de la violence conjugale, mais s'il paraît mineur aux yeux, par exemple, policiers, procureurs, procureuses, etc., s'il s'inscrit dans un contexte plus large de domination, c'est une situation qu'il faut prendre très au sérieux. Donc, c'est un peu les arguments qui sont mis de l'avant, notamment par les maisons d'hébergement. Par exemple, le regroupement des maisons d'hébergement pour femmes victimes de violences conjugales et leurs enfants, qui a beaucoup travaillé là-dessus, et d'autres maisons d'hébergement qui ont beaucoup porté ce dossier, beaucoup travaillé là-dessus, influencé le développement du projet de loi, etc. La plus grande modification de ce projet de loi-là, c'est l'ajout de l'article 264.01 au sein du Code criminel du Canada qui prévoit l'infraction comme telle. Ce qui est criminalisé, c'est faire certains actes d'une manière répétée et, donc il y a 2 segments à l'infraction, soit avec l'intention de faire croire à son partenaire intime que sa sécurité est en danger, soit sans se soucier si ces actes peuvent lui faire croire que sa sécurité est en danger. Puis les comportements sont user de violence ou tenter ou menacer de le faire, contraindre ou tenter de contraindre le partenaire intime à une activité sexuelle, contrôler ou surveiller les faits et gestes, déplacements ou interactions sociales incluant des moyens de télécommunication de son partenaire intime, contrôler la manière dont le partenaire prend soin d'une personne mineure, contrôler toute question touchant l'emploi ou les études, contrôler les biens ou la situation financière ou surveiller la situation financière du partenaire intime ou de la famille, contrôler l'expression de genre, l'apparence physique, l'habillement, l'alimentation, la prise de médicaments ou l'accès à des services de santé ou à des médicaments, contrôler l'expression d'une langue, d'une culture, d'une pensée, d'une opinion ou d'une croyance de nature religieuse ou spirituelle, menacer de se donner la mort ou d'avoir un comportement autodestructeur. Donc, c'est un résumé des comportements. Tout combiné ensemble, ça constitue l'infraction qui est prévue, qui va peut-être être prévu à l'article 264.01 du Code criminel. L'avantage que je vois à un article comme ça, c'est au-delà des voies de fait, c'est au-delà du coût. Criminaliser des comportements qui sont néfastes, qui sont dommageables, puis qui sont pas acceptables dans une société. Exactement. Donc, il y a certains de ces comportements-là qui sont déjà criminalisés et il y en a d'autres qui ne le sont pas ou probablement pas. Donc, effectivement, c'est d'élargir la notion de violence. On est passé de la violence n'est pas criminalisée du tout si elle a lieu dans le couple à certaines violences sont criminalisées, mais on fait pas de distinction nécessairement si c'est dans le couple ou pas, ou on n'y porte pas une attention particulière, sauf peut-être au niveau de la peine, à une approche qui se veut plus spécifique. Encore une fois, tout est une question de prouver l'acte criminel. Le mot répété est une difficulté. Ben, c'est sûr que c'est peu commun d'avoir un crime qui est formulé de cette façon-là, mais c'est pas unique. Le harcèlement, par exemple, c'est un crime qui peut être commis de façon épisodique ou de façon cumulative et répétée. Donc, ça sera aux tribunaux d'interpréter, par exemple, 2 incidents. C'est sûr qu'on aimerait qu'une nouvelle compréhension du contrôle coercitif ne soit pas basée sur une addition d'incidents, parce que le but, c'était de ne pas voir la violence comme une série d'incidents. Donc, il y aurait un peu de travail d'interprétation judiciaire si le projet de loi est adopté, et ça fait partie des risques ou des préoccupations que certains groupes ont à l'égard de cette criminalisation. J'ai fait exprès dans le synopsis de changer les termes. Je voulais dire, Suzanne, qu'est-ce que ton association pense de ça? Puis je l'ai changé en disant, Suzanne, on en pense quoi? Qu'est-ce que tu me suggères d'en penser de ce... Mais c'est très sincère parce que je le sais que votre association a sa position et justement, j'ai consciemment changé le synopsis parce que j'aimerais ça que tu me dises, voici à quoi je devrais réfléchir comme juriste lorsque je vois cette modification-là au Code criminel. Mais une des choses à laquelle on peut réfléchir, et peut-être ce serait une réflexion qui est
familière à certaines et certains nos auditeurs, auditrices, mais c'est est-ce qu'on veut utiliser le droit criminel pour répondre à cette problématique sociale? Ça, c'est une question qui se pose pour tous les crimes et tous les nouveaux crimes. Et c'est là où on se demande, est-ce que les victimes, ça va vraiment les aider ou elles vont se ramasser dans un système où elles peuvent vivre une double victimisation? Est-ce que ça va se retourner contre elles et c'est elles qui vont être criminalisées ou mises en accusation? Est-ce qu'on va surcriminaliser les populations noires, autochtones ou racisées? Donc, dans le fond, c'est un peu les risques usuels de la criminalisation combinés avec la question, c'est un grand débat féministe de est-ce que la justice pénale est vraiment une forme de justice pour les femmes victimes de violences ou est-ce qu'il y a d'autres façons d'y arriver? Est-ce qu'on combine des interventions? Est-ce qu'on laisse de côté complètement l'intervention criminelle? Donc, je dirais que c'est là que le débat se porte et peut-être quelque chose qui est intéressant à savoir, qui n'a pas été dit encore, c'est que le projet de loi a été adopté à l'unanimité à la Chambre des communes. Cependant, les témoignages qui ont été reçus ont été beaucoup plus mixtes, y compris dans la communauté féministe. Donc, plusieurs organismes féministes qui ont dit c'est pas une bonne idée, plusieurs organismes féministes qui ont dit oui, il faut le faire. Donc, je pense que ça témoigne d'une certaine ambivalence avec laquelle je suis assez familière entre le mouvement féministe et la justice pénale qui a de nombreux défauts. Ça, tout le monde le reconnaît, disons, des deux côtés du débat et qui apporte son lot de risques. Donc, la question, c'est est-ce que les risques en valent la peine ou est-ce qu'on peut trouver d'autres solutions? Certaines personnes disent aussi, c'est pas que c'est une mauvaise chose, mais c'est peut-être prématuré. Il y a peut-être d'autres interventions qui doivent être mises en place avant. Dans notre cas, on propose une intervention en justice familiale, comme on en a discuté, pour éviter des conséquences. Donc, c'est un peu ça à quoi on peut réfléchir par rapport à ce projet de loi. Le droit criminel ne priorise pas la victime, priorise de punir le perpétrateur. Je comprends. Et ça fait partie de votre réflexion? Oui. Donc, il y a beaucoup de femmes et puis on a eu des témoignages dans des cas d'agression sexuelle. On a eu beaucoup qui ont été médiatisés il y a peut-être déjà 1 an. Ça faisait beaucoup partie du discours qu'on encourage les femmes ou certaines personnes encouragent les femmes à aller dénoncer en justice criminelle. Et puis, qu'est-ce qui les attend? Est-ce qu'il les attend un long processus qui n'est pas nécessairement adapté à leur réalité, qui prend beaucoup de temps et d'énergie, qui peut avoir un résultat qui n'est pas celui qu'elle espérait? Et en plus, que si l'accusé est acquitté, est-ce qu'on va se retourner et dire c'était une fausse accusation, c'est bien la preuve qu'elle est aliénante, on va t'enlever tes enfants? Donc, ça peut avoir aussi toutes sortes d'interactions avec le système de protection de la jeunesse, le système familial. Et donc, c'est pour ça que ça pose ces risques. Donc, c'est pas au niveau du principe que vous avez des questions, c'est plutôt au niveau des conséquences que ça peut avoir si on applique strictement une infraction comme celle-ci. Il y a toujours des préoccupations d'application de la loi lorsqu'on parle de justice criminelle, en cause de tous les biais, tous les problèmes structurels. Après, il y a le débat de principe qui serait est-ce que le droit criminel est l'outil pour répondre à la violence conjugale ou pas, qui fait débat. Mais oui, la question de l'application est extrêmement importante dans ce débat. Encore une fois, tout le monde des deux côtés, c'est pas vraiment un débat tranché, c'est-à-dire que tout le monde est d'accord de dire qu'il va y avoir des risques. Il faut prendre certaines mesures, peut-être repenser qui on recrute pour devenir policier, policière, repenser certains protocoles, etc., donner accès à des conseils juridiques avant que les femmes portent plainte. Donc, toutes sortes d'interventions, si le projet de loi est adopté, qui seront absolument nécessaires. Ce qu'on peut pas faire, et tout le monde s'entend là-dessus, c'est on a réglé le problème de la violence conjugale parce qu'on a créé ce crime. Il va rester beaucoup de travail à faire. Dans le mouvement féministe, disons, dont j'ai connaissance, là, il y a personne qui dit le droit criminel fonctionne parfaitement, c'est magique et puis ça règle tous les problèmes. Non, il y a plutôt des degrés entre ça marche jamais, ça marche des fois, ça marche pas beaucoup. Donc, on est plutôt dans ce genre de débat. Je peux te garantir que c'est aussi à l'extérieur du mouvement féministe qu'on pense aux mêmes choses. Suzanne, merci de nous faire réfléchir à ça. Merci de nous avoir apporté une vision complètement différente de ce qu'on fait normalement dans la question de preuve, puis d'essayer de regarder un petit peu plus loin au niveau des théories juridiques, comment la science devrait influencer, comment la science et la recherche devraient influencer les lois, les juges, les avocats. Et ça, c'est très intéressant, puis je pense que c'est extrêmement bénéfique pour nos auditeurs en général. Merci, Suzanne. Merci à vous de me recevoir. Merci énormément pour le partage de l'expertise et de toutes tes connaissances. C'est certain que ça va être très éclairant pour la communauté juridique dans son ensemble et tous nos auditeurs.
À tous les épisodes, on demande à nos invités de donner un outil, un item, une application, un ouvrage, n'importe quoi qui est incontournable dans leur vie professionnelle. Alors, pour moi, je pense que je vais aller avec une philosophie ou une pratique de deep work qui est le fait d'avoir des sections de la journée qui sont réservées au travail vraiment en plus de fond, concentré. Et dans mon cas, c'est la première heure de la journée. Je ne suis pas joignable. Mon téléphone est éteint. Ma boîte de courriel qui ne me notifie jamais, mais elle est complètement fermée. Le Slack est fermé. Donc, ça a vraiment transformé mon rapport au travail, d'avoir vraiment des périodes extrêmement concentrées et non joignables. 1 heure le matin. 1 heure le matin, par moment, ça dépend un peu du type de travail. Des fois, quand je travaillais sur ma thèse, c'était pas de courriel avant 5 heures. OK, quand même. Deep work. Deep work, donc un principe popularisé par Cal Newport dans son livre du même titre. Et donc, l'idée, c'est qu'on passe beaucoup de notre temps à checker des courriels qui ne c'est pas exactement du travail productif et que les gens en moyenne vont checker leur courriel des dizaines de fois par jour et on est un peu plus attiré vers le travail qui est plus facile, comme répondre à des messages, etc. Ouais. Et qu'on devrait passer plus de temps à faire les choses difficiles. Mais Suzanne, les gens disent je regarde mes courriels, mais dans le fond, c'est du doom scrolling qu'ils font sur TikTok. Là. Mais Suzanne, qu'est-ce qui s'en vient pour toi? On a parlé d'un livre tantôt. Oui, ben j'ai un livre dont j'ai écrit la conclusion la semaine passée, mais les gens qui ont écrit un livre savent que ça s'écrit plusieurs fois, mais qui avance bien, qui s'appelle « Les féministes ne mangent pas les animaux », qui sera publié aux éditions Lafon normalement l'an prochain. Ben on a une politique de travail 4 jours semaine à l'Association nationale Femmes et Droits, donc ça c'est le projet du vendredi, samedi, dimanche. Donc j'ai bien hâte de partager ce livre avec la communauté féministe, la communauté juridique et d'autres communautés dont je fais partie. Une analyse de l'exploitation animale sous l'angle des violences faites aux femmes, de l'analyse féministe et de la lutte contre les violences. Bon, mais Sandrine, on a un épisode pour l'an prochain, déjà de booker, donc c'est parfait. Excellent. Puis, je me demandais, qu'est-ce qui s'en vient aussi pour l'Association nationale Femmes et Droits dans les prochains mois? Alors, on est encore dans notre campagne pour mettre fin aux accusations d'aliénation parentale. On est aussi dans divers projets, dont un qui est un projet de consultation sur la réforme de la loi sur le divorce. Donc, on va voyager dans différentes régions du Canada pour consulter des partenaires, savoir comment est-ce que les femmes vivent les changements à la loi sur le divorce en préparation pour les 5 ans des modifications et toujours en participant à beaucoup d'éducation, d'ateliers de réforme du droit pour des jeunes juristes. Donc, voilà ce qui va nous tenir occupés dans les prochains mois. Parfait, merci beaucoup. Merci, Suzanne Zacour. Un grand merci. Tantôt, tu disais que les députés, ils donnent 4 jours de préavis. Nous, on a eu 3 jours, de vendredi à aujourd'hui. Excellent. On est bien contents. Donc, le travail a été très bien fait. Merci encore, Sandrine. C'est super gentil d'avoir préparé cet épisode-là avec moi. Bien, merci à toi, Hugo, et merci à Suzanne Zacour pour son implication et son intérêt envers le projet, mais aussi, surtout, pour sa participation lors de l'enregistrement du balado. Alors, pour ceux qui font fast-forward pour avoir le mot-clé, donc les auditeurs qui veulent recevoir une attestation de formation pour cet épisode, le mot-clé sera partenaire au singulier. Rendez-vous dans la section formation continue du site rivercastmedia.com pour plus de détails. Il y a aussi un lien dans les notes de l'épisode. Nous vous invitons, comme toujours, à vous abonner à Question de preuve sur vos plateformes de balado pour recevoir automatiquement et gratuitement nos épisodes. Et suivez-nous, évidemment, sur les réseaux sociaux. N'hésitez pas à nous laisser vos commentaires et partager nos épisodes. Un jour, on va être sur YouTube. Moi, je vais vous dire smash that bell. Je vais essayer de trouver quelque chose de vraiment cool. Pour l'instant, abonnez-vous. Les balados en français sont plus difficiles à être découverts sur le web. Donc, si vous vous abonnez, c'est plus facile pour nous de se faire connaître. À la co-animation aujourd'hui, c'était Sandrine Raymond. Merci beaucoup, Sandrine. Et notre invitée de marque, Suzanne Zacour. Idée originale, réalisation et montage, c'est moi, Hugo Martin. À la recherche, comme j'ai dit, Sandrine Raymond. À la prise de son, à l'édition audio et à l'aide à la réalisation, Sophie Houle-Drapeau. Merci Sophie, qui est à l'extérieur aujourd'hui du studio. À l'équipement audio, Sergio Travaglione de Musique Red One. La productrice est Constance Saint-Pierre, qui s'occupe aussi de la gestion du marketing, de la direction générale, des communications et qui s'est affairée la semaine dernière à se remettre de la COVID. Et oui, c'est toujours là. Ce podcast est une production Rivercast Media SA et rappelez-vous, tout est question de preuve.